Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'entretien de dimanche. C'est politique que nous vous proposons depuis le studio François-Xavier en Lime, Noumont. Dans l'actualité cette semaine, vous le savez, le Bénin s'est doté d'une politique nationale de financement du développement. Le document de référence repose sur 3 orientations stratégiques qui ont été identifiées et validées en Conseil des ministres le 15 janvier 2025 et postule jusqu'à l'horizon 2033. Loin de tout hasard, cet horizon est certainement choisi pour fixer les objectifs de développement à atteindre un siècle après l'indépendance, bien évidemment dans la droite ligne donc de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 dont les travaux sont en cours. Comment comprendre alors de l'adoption de cette politique nationale de financement de développement sur l'horizon 2033. À quoi sert-elle concrètement ou à quoi va-t-elle servir concrètement? Quels seront les impacts sur le développement? Son approbation en Conseil des ministres implique quoi? Et qu'est-ce qu'on peut dire quant aux étapes de développement d'une politique publique? Mesdames et messieurs, voilà entre autres questions que nous abordons avec l'invité de ce dimanche, Monsieur Oussou Victor Adandé. Il est expert en gouvernance, spécialiste des politiques publiques. Il réside au Canada, mais ce jour, il est au Bénin et dans nos studios. Monsieur Adandé, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous dans ce Merci. studio sur la thématique que nous voudrons aborder, les politiques publiques. Donc voilà. Et la décision issue du Conseil des ministres ce mercredi nous fait le préalable parfait. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à l'École nationale de l'administration publique du Québec au Canada. Un enseignant-chercheur est censé enseigner et chercher, mais encore, qu'est-ce que vous faites concrètement? Puisque Oui, les téléspectateurs vous découvrent certainement aujourd'hui, pour ceux qui ne vous connaissent pas. oui. Madame Toula, je suis chargé d'enseignement et de recherche. Mais quand on dit, quand on rentre dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, il y a forcément des questions d'intérêt qui se posent à ce niveau-là. Parce que quel est ton domaine d'expertise? Donc, les questions d'intérêt que j'aborde, c'est essentiellement la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, comment arrive-t-on à concevoir une politique publique et comment la met-on en œuvre? La mettre en œuvre, c'est l'implémenter pour le bien-être des populations. Donc voilà et les questions que j'aborde. Mais quand on parle de la recherche aussi, c'est que, vous voyez, donc on peut obtenir des mandats, moi et mon superviseur, et ces mandats-là consistent en des études que nous réalisons pour des gouvernements, que ce soit au niveau fédéral, au niveau provincial, ou au niveau décentralisé. Ouais, donc à toutes les manches de gouvernement. Donc, c'est une expertise au profit du Canada aujourd'hui. Pas seulement, Peut-être après oui, au au profit profit du du Bénin. Canada, mais aussi au profit de mon pays, parce que j'interviens fréquemment au pays. J'ai pratiquement un cabinet aussi qui se met en place tout doucement. Et donc quand je viens, au moins chaque année, je viens 2 fois dans mon pays. J'interviens, je suis sur tous les débats, comme c'est le cas ce soir. Absolument. Et c'est nous qui sommes donc ravis de vous recevoir sur ce plateau. Et puisque vous vous adressez aux téléspectateurs, vous allez vous tourner vers votre caméra qui est sur ma droite. Alors, notre contexte aujourd'hui, c'est cette adoption de la politique nationale du financement de développement afin de parler de votre domaine d'expertise, les politiques publiques. Alors, vous avez lu le Conseil des ministres, un peu comme tous les Béninois qui s'y intéressent. Le Conseil des ministres qui annonçait aux Béninois que ce 15 janvier, le Bénin s'est doté d'une politique nationale de financement du développement 2025-2033. Concrètement, vous, en tant qu'expert déjà, qu'est-ce qu'une politique nationale de financement du développement durable? Nous allons essayer de faire de la pédagogie. C'est d'abord l'objectif de ces échanges, donc le monnayer un peu pour nos téléspectateurs afin que la compréhension soit la même. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par une politique nationale de financement du développement? Alors, donc, comme il s'agit de monnayer la notion pour le plus grand nombre, partons d'abord de c'est quoi une politique publique de façon générale. Alors, donc, une politique publique, on va dire que c'est l'ensemble des décisions ou
activités, d'accord, intentionnellement cohérentes, donc plusieurs décisions, mais qui doivent être cohérentes les unes par rapport aux autres. Donc décisions prises par les acteurs publics, mais pas seulement dans leur bureau, donc en concertation avec les acteurs privés. C'est pourquoi vous allez voir dans le document pas de consultation, vous voyez. Donc décisions prises par les acteurs publics et parfois donc avec les acteurs privés. Et il faut noter que tous ces acteurs-là défendent des intérêts, ont des ressources, ont des attaches qui peuvent être variés. Différents intérêts, d'accord? Et donc, décision prise par tous ces acteurs dans le but de constituer une solution à un problème. Mais ce n'est pas un problème comme vous individuellement et moi on peut avoir. C'est un problème défini politiquement comme problème public, problème collectif. Un gouvernement ne s'attaque pas à répondre au problème d'un individu. Un gouvernement va s'attaquer à répondre aux problèmes d'une collectivité. Mais les problèmes émergent des individus. Les problèmes auxquels les politiques publiques sont adressées, ces problèmes-là émergent de plusieurs des individus, de façon individuellement. Ils sont identifiés. Ils sont identifiés partout sur le territoire national. S'il s'agit d'une politique publique du niveau central, ça peut être par exemple aussi une politique publique du niveau collectivité territoriale. Vous comprenez un peu le maire, etc. S'il a la compétence dans ce domaine-là, il peut faire émerger une solution en réponse aux problèmes dans sa localité. Donc, il faut noter que ces problèmes sont de départ des problèmes individuels, mais il va y avoir une mobilisation sociale autour de ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'État-providence, un État guichet neutre qui répond à tous les problèmes. Donc, quelles sont les mobilisations sociales qui font qu'un problème va arriver à trouver de place dans l'agenda du gouvernement pour que le gouvernement puisse décider de répondre à ce problème-là. Donc, vous voyez, c'est comme il y a une concurrence des enjeux publics qui sont à la porte de l'agenda du gouvernement. Donc, c'est d'abord ça, une politique publique, mais ça se co-construit. C'est pourquoi j'ai parlé de consultation tout à l'heure. Voilà. Et donc, il faut noter l'autre chose que la légitimité d'une politique publique, c'est parce que c'est une nation prise en dernier ressort par une autorité publique. Quelqu'un qui détient la puissance publique. Un syndicat, par exemple, ne peut pas faire une politique publique. Il va participer à faire émerger la solution pour une politique publique ou à faire la mobilisation sociale pour que finalement, celui qui a la légitimité de le faire, c'est l'État ou ses démembrements qui sont détenteurs de la puissance publique. Ça, c'est la politique publique. Ça, c'est la politique publique de façon générale. Maintenant, quand on en arrive à une politique publique nationale de financement du développement durable, on va voir la notion, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, on va voir la notion à deux niveaux. C'est déjà quoi le développement durable? Vous voyez? Et après, qu'est-ce que ça veut dire? Financer le développement durable. Ouais, c'est ça les deux axes qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qu'il y a en jeu. Le développement durable, on va dire que c'est un processus irréversible de transformation structurelle. Irréversible parce que quand on entame le processus de développement, on est supposé ne plus revenir en arrière. Ouais, donc, processus irréversible de transformation structurelle, mais qui sont en lien avec la croissance économique, le niveau d'accès à l'éducation, le niveau d'accès à la santé, l'espérance de vie des populations. Voilà. Mais quand on dit que le développement est durable, ça sous-entend également de l'inclusion sociale, ça sous-entend la durabilité environnementale, parce que qu'est-ce qui fait que les intérêts ou les besoins des générations actuelles sont satisfaits, tout en garantissant que les besoins des générations à venir vont être satisfaits. Donc la durabilité environnementale, l'inclusion sociale, tout cela doit accompagner la croissance économique pour que nous puissions parler de développement durable. Pour qu'on en arrive là, l'État est censé prendre des initiatives, des décisions. Mais comment finance-t-on ces décisions-là? C'est là où on en est. Il y a deux sortes de financement, les deux ensemble. Donc il y a le financement intérieur et il y a le financement extérieur. Donc, quand on parle d'approbation d'une politique nationale de financement du développement durable, alors c'est qu'on parle de l'ensemble des mesures ou des décisions qui visent à établir, à mettre en place un cadre stratégique. Comment stratégiquement nous allons financer par les sources internes et extérieures, comment nous allons financer les initiatives
qui vont nous conduire à ce que j'ai dit tout à l'heure comme transformation structurelle. D'accord. Alors, quand on approuve ça, justement, cela implique quoi, M. Adandé? Oui, l'approbation d'une politique, c'est que nous sommes arrivés au niveau de son adoption. Adopter une politique, c'est l'intégrer dans l'agenda du gouvernement. Donc, on arrive à l'étape où le gouvernement intègre cette préoccupation-là, de pouvoir établir la stratégie de financement de notre développement durable au Bénin. Mais l'adoption, l'approbation, l'adoption ne tombe pas du ciel. Ça vient d'un processus. Donc, c'est une question d'étape. C'est une question d'étape. Alors, le tout premier niveau de ce processus, c'est qu'il y a identification de problèmes. C'est que des problèmes sont identifiés. C'est qu'on a identifié des défis à relever dans l'existence stratégique du financement de notre développement durable. On a vu qu'il y a des défis à relever. Et le peuple peut être d'accord avec ce que nous disons. Parce que moi, j'ai suivi un peu. Et il y a un des nôtres, M. Betin Kovi, qui a failli avoir quelques soucis avec le respecté ministre des Finances, M. Wadaï, et où lui, il est avec financement qatarien, alors qu'il dit, c'est lui qui le dit, bon, donc le financement qatarien serait plus favorable à notre pays que les sources de financement actuelles de notre développement, ce que fait le ministre Wadaï. Vous voyez un peu? Donc c'est déjà un départ d'enjeu. On voit un problème, on voit que les Béninois, il y a un des nôtres qui s'oppose à quelque chose. Vous voyez? Donc un débat se place, un débat se met en place. Il y a aussi que parfois les gens peuvent dire mais pourquoi trop d'impôts? Ou bien on va dire l'autre ne paye pas d'impôts et l'autre paye. Et donc il y a une question liée aussi à l'impôt. Donc on peut voir qu'il y a des enjeux qui émergent concernant les sources de financement de notre développement. Et donc un gouvernement sérieux qui voit tous ces enjeux émerger là peut donc dire est-ce qu'il n'y a pas à améliorer notre cadre stratégique de financement de notre développement durable. Donc, je disais, identifier les étapes. Les étapes. Donc, c'est pourquoi je reviens là-dessus. Vous êtes très vite allé sur les enjeux. Exactement. Donc, c'est l'identification des problèmes. Le tout premier niveau du processus. Quand on a identifié les problèmes, on va formuler des solutions. On va formuler des solutions. Il peut y avoir plusieurs problèmes, mais qui concourent sur le même sujet, qui concourent au même sujet. Donc, on formule des solutions. La manière de formuler des solutions, c'est de voir quelles sont les alternatives à prendre pour pouvoir résoudre à chaque problème tel que révélé. Formulation des solutions. Mais après, il va y avoir ce qu'on appelle des consultations. Parce que ça met en place plusieurs acteurs. Et il faut faire des va-et-vient pour pouvoir faire émerger une solution. Et cela est confié justement aux deux ministres, celui conseil de Exactement, la il y a deux de ministères qui sont en jeu. Quand on lit bien le décret, il y a le ministre d'État chargé de la coordination et il y a le ministre des Finances. Alors donc, il y a des analystes qui sont au niveau de ces ministères-là, qui perçoivent le problème tel qu'il émerge de la société, qui vont récupérer ces enjeux-là et qui vont essayer de les thématiser politiquement. Les thématiser politiquement, c'est de produire par exemple des notes de service qui montrent l'état problématique de la situation, de notre stratégie de financement et l'état idéal qu'on pourrait avoir. Mais comment fait-on pour quitter l'état problématique pour arriver à l'état idéal? Ils vont proposer des alternatives de solutions. Mais puisque ce n'est pas eux, le ministre, qui décide en dernier ressort, ils vont faire émerger leurs propositions vers leur directeur, d'accord? À son niveau, le directeur va faire ce que j'appelle un niveau d'approbation. Il va donner son OK, ou bien il va dire OK, mais on peut faire de cette façon ou ceci, cela. Ça va aller vers le sous-ministre, ou bien peut-être, comment on appelle ça ici, le secrétaire général du ministère, ou bien le directeur du cabinet. Ça va suivre son processus. Le processus, ça arrive au niveau du ministre. C'est quand ça arrive au niveau du ministre que le ministre produit un mémoire. C'est ce mémoire-là qui est allé au Conseil des ministres. Mais avant d'aller au Conseil des ministres, puisque nous sommes dans un cadre transversal d'action publique, il va y avoir le ministre du Travail qui va dire son mot, ministre des Finances, etc., etc. Donc tous les autres ministres qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent se sentir concernés par cet enjeu, le ministre dont le secteur relève, il doit aller cocher tous ces ministres-là avant d'aller au Conseil des ministres. Parce que s'il les coche, il se donne plus de chances
de faire passer la solution que son ministère est en train de faire émerger. Il se donne plus de chances de la faire passer au Conseil des ministres. Le président étant présent, donc tous analysent et ils retiennent oui, nous décidons à faire quelque chose. En clair, c'est pratiquement tous les secteurs qui sont concernés par ce qui vient d'être fait par le Conseil des ministres. Est-ce que vous avez... Non, faisons attention. Il y a des secteurs, il y a une politique publique généralement est sectorielle. D'accord. Est sectorielle. Mais il se trouve qu'il y a une certaine transversalité avec certains autres secteurs ou entités ministérielles. C'est ça, si vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure. De financement, de développement, et le développement, c'est pratiquement tous les secteurs. secteurs. Très bien. Sur ce côté, vous avez raison, Madame Toubla. Toutes les initiatives qui concourent au développement, on va voir initiatives du secteur de l'éducation, du secteur de la santé, du secteur des routes, etc., etc. Donc les enjeux sont un peu partout, mais ce n'est pas des politiques publiques liées à ces secteurs-là. C'est la stratégie de financement des initiatives de tous ces secteurs. Voilà, donc celui qui est conseillé, c'est le ministre des Finances. Okay. On est d'accord? Et parce que c'est plusieurs secteurs, le développement, il faut la coordination. C'est pourquoi le ministre des tâches chargées de coordination est aussi dans ce décret-là. Le Conseil des ministres nous renseigne que cela se fera sur 3 axes stratégiques qui ont donc été retenus. Comment analyser la pertinence de ces axes, M. Adandé? Vous voyez, quand on disait au départ qu'une politique publique, c'est une solution à un problème, à un enjeu. Mais quand moi je veux résoudre un problème, quelle est ma stratégie, quels sont les axes sur lesquels j'agis pour pouvoir résoudre le problème? C'est à partir de là qu'on peut voir quel était l'enjeu au départ. Quand vous prenez le premier axe, on dit amélioration du système de financement intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système de financement intérieur tel qu'il se présente aujourd'hui, en 2025, n'est pas satisfaisant. Quant à la question de financer notre développement durable, c'est pourquoi on veut, si c'est satisfaisant, pourquoi on veut l'améliorer? Donc ce n'est pas satisfaisant, c'est pourquoi on veut l'améliorer. Ça c'est d'abord un. La pertinence maintenant, puisque vous avez demandé la pertinence. Alors, amélioration du système de financement intérieur implique de renforcer la capacité des recettes d'impôts. Renforcer la capacité. Quand on dit financement intérieur, ça vient d'où? La source principale, c'est la collecte des impôts. Que les populations ne l'entendent pas forcément augmentation. Non, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils veulent encore augmenter ceux-là? Exactement. Oui. Que les populations ne l'entendent pas de cette façon. Il peut s'agir de la qualité. Parce que vous savez que l'informel, le régime a fait beaucoup pour assainir un peu l'environnement économique au Bénin, mais l'informel reste et demeure une question préoccupante pour truc. Donc, c'est dans tous les gouvernements, vous voyez. Donc, aujourd'hui, la qualité de notre activité fiscale, c'est une question préoccupante. Vous voyez un peu. Donc, qu'ils n'attendent pas comme augmentation. Si il y a une masse d'impôts à collecter et qu'on arrive à la mobiliser chez 10 personnes que chez 20 personnes, vous voyez que la tâche contributive de chacun est diminuée. On parle de 10 personnes à 20 contribuables, la tâche diminue pour chacun. Donc, le gouvernement peut voir qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Mais ce n'est pas seulement au niveau de la collecte des impôts, c'est aussi au niveau de l'optimisation des dépenses publiques. Assainir le financement intérieur, ça va dans les deux sens. Parce que quand on collecte les impôts, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Donc on peut vouloir optimiser les dépenses publiques pour donner plus de sens aux impacts du financement intérieur. Vous voyez? Ça, c'est le premier axe stratégique qui est bien pertinent. Mais il y a le renforcement des capacités organisationnelles. Et quand on parle des capacités organisationnelles, on voit plutôt le financement externe. Je peux vous donner quelques exemples. Bon, vous voyez actuellement la loi, notre constitution avec... est-ce qu'on passe par les députés avant de ratifier les prêts, les accords de crédit? Est-ce qu'on passe ou est-ce qu'on ne passe pas? Le président a fait une expérience, il peut vouloir changer les choses, on ne sait jamais. Vous comprenez un peu? Donc ça c'est un aspect de capacité organisationnelle du financement externe. Ça c'est juste un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Donc ici, renforcement des capacités organisationnelles,
essentiel pour gérer efficacement les ressources externes et garantir la transparence. C'est ça l'objet, c'est ça la pertinence. Un peu plus de transparence dans la gestion publique des ressources externes. D'accord. Vous voyez? Voilà. Donc, et le dernier axe, c'est amélioration de l'attractivité du pays. Oui, le financement, qu'il soit interne ou externe, mais qu'est-ce qu'on fait avec? On fait les investissements publics, on fait les routes, on fait les écoles, mais tout ça, ça a un rapport avec l'activité économique. Les routes ont un certain rapport avec l'activité économique. L'école a un certain rapport avec l'activité économique. Parce que on forme une main-d'œuvre disponible pour la viabilité de notre économie. La santé aussi, parce qu'un actif malade, mais à quoi il sert pour notre économie? Donc, investir dans la santé, tout ça tout ça a rapport avec un peu l'économie. Alors, mais si notre économie n'est pas attractive, donc on peut prendre des emprunts, mais qui vont finalement servir à rien. Et rembourser deviendra un problème. On peut faire des routes, mais qui vont finalement servir à rien. Donc, en même temps, il faut que notre économie soit attractive pour donner du sens au financement, qu'il soit interne ou externe. Donc, améliorer notre stratégie de financement et de développement durable, ça passe par tous ces axes-là. Comment ça se fait? Comment on améliore? C'est dans la gouvernance de la gestion? Exactement. C'est ça qui va nous conduire vers... Vous voyez, dans le décret, après les axes stratégiques, il y a 3 programmes qui sont retenus. 3 programmes qui sont retenus. Là, c'est les actions concrètes. Donc, on va avancer tout à l'heure et on va voir comment alors on traduit ces axes stratégiques-là en actions concrètes. On peut y aller. Sauf si vous avez d'autres idées à développer toujours sur ces axes-là, sinon on peut y aller. Bien sûr. Donc, on dit renforcement du système de mobilisation des recettes publiques. Mobilisation des recettes publiques. Ça a rapport avec l'impôt. Vous voyez? C'est ça, on disait tout à l'heure, on peut passer notre action sur comment faire que les agents économiques de l'informel vont passer au formel, par exemple. À l'heure où on est à l'étape de l'adoption, de l'approbation. Mais le document de politique publique, vous et moi ne l'avons pas encore, pour voir quelles sont les mesures concrètes, les modalités d'intervention concrètes qui ont été retenues par le gouvernement. Donc, après ce qui a été fait en Conseil des ministres ce mercredi, oui. Les ministres chargés devront donc se retrouver. Ils vont continuer dans le processus pour voir comment déployer les initiatives qui vont concourir à cet objectif. Ou peut-être que le document global existe déjà, bon, mais nous ne l'avons pas encore. Ouais. Si moi, par exemple, je suis ministre des Finances, je sais ce que je peux prendre des mesures qui vont émerger, voir les mesures les plus plausibles et pouvoir y aller. Mais quelles sont les mesures les plus plausibles que le ministre Wada a retenues avec ses cadres? Et quelles sont les mesures les plus plausibles que le ministre Abdoulaye Biotchane a retenues avec ses cadres? Voyez, donc c'est dans le document, on peut voir. Plusieurs attaques vont émerger, mais on va s'arrêter sur les plus plausibles. Alors, comment le citoyen lambda se retrouve dans ce qui est fait? Il est bien qu'on ait pu détailler un peu le processus qui a conduit à ça et essayer de brosser un peu l'intérêt ou les enjeux, etc. Mais le citoyen lambda, lui, se retrouve dans tout ça là. Comment? Parce qu'on parle d'une politique sur l'horizon 25-33. Comment il se retrouve dans ce qui a commencé ainsi, Monsieur Adandé? Vous savez, il faut que il est essentiel que je vous dise que une politique se conçoit dans un cadre général d'action. Quand on parle de cadre général, c'est que ce n'est pas une décision isolée. Quand on parle de cadre général, c'est que par exemple, il y a des statistiques qui sont établies. Vous voyez? Et quand on fait des statistiques, on fait des statistiques de qui? Des citoyens, par rapport à leur activité économique, en quoi ils sont impliqués dans ce qui se décide. Pour l'horizon 2060, le gouvernement a commencé par interroger, par exemple, les Béninois sur comment eux rêvent le Bénin d'ici 2060. Tout cela est pris en compte en réalité. Bien sûr, parce que leur aspiration, ouais, le gouvernement est là. Il y a un document que je recommanderais de lire, servir ou diriger. Mais c'est en anglais, servir ou diriger. Donc, le gouvernement aujourd'hui, dans des sociétés modernes qui sont des sociétés complexes, où
il y a de plus en plus d'exigences, de plus en plus d'exigences croissantes de la part des populations. Ils sont de plus en plus exigeants. Les citoyens sont aujourd'hui de plus en plus exigeants parce qu'ils comprennent les choses, etc. Donc, un gouvernement sérieux se doit de les impliquer dans les perspectives à prendre. Et c'est à partir des perspectives que les programmes sont définis. Donc, ça n'étonne pas que le gouvernement du Bénin ait consulté les citoyens par rapport à comment eux, ils rêvent le Bénin de 2060. C'est qu'on est sur la ligne. Et c'est en cela qu'on peut sentir qu'ils sont impliqués dans ce qui se fait. Alors, comment on optimise, M. Adandé, la politique nationale de financement du développement dans un pays sous-développé comme le nôtre? Il faut forcément adopter une approche participative. Une approche participative, donc ça veut dire quoi? Impliquer les communautés locales. Parce que même quand vous prenez le décret, je pense qu'il y a quelque part, on a parlé des communautés territoriales dans le décret. Moi, j'ai essayé de le lire un peu. Voilà, donc il faut renforcer la transparence et la responsabilité. Parce que c'est des questions qui sont d'enjeux cruciaux, qui sont des enjeux cruciaux dans nos pays. Quand vous prenez par exemple un pays développé, c'est pratiquement des questions réglées. Ouais, mais ces questions-là constituent encore des enjeux pour nous. Donc, adopter une approche participative, renforcer la transparence et la responsabilité, former des acteurs locaux. Parce que vous avez parlé de pays sous-développés. Alors, il faut essentiellement former des acteurs locaux pour pouvoir, dans une stratégie comme celle-là, évaluer régulièrement les impacts. Évaluer les impacts, c'est se doter des indicateurs qui permettent d'évaluer. C'est long quand même, c'est long. Donc, il faut évaluer. Il faut évaluer régulièrement pour savoir que oui, nous sommes sur la route, nous allons vers ce que nous avons prévu. Quand on constate que nous n'allons pas vers ce que nous avons prévu, quelles sont les personnes? On a connu le Bénin à la FIA 2025. Donc là, on s'oriente vers le centenaire des indépendances. Quand on ne s'y retrouve pas, on réajuste, on continue ou on fait quoi? Non, on réajuste. Les politiques publiques, c'est comme ça. Quand on évalue, il y a l'évaluation concomitante, il y a l'évaluation à mi-parcours. Donc, on évalue régulièrement, d'accord? On évalue régulièrement et lorsqu'on constate qu'on s'écarte, on ajuste. On ajuste. On peut même dénaturer totalement la politique publique. Les politiques publiques s'accordent à ce que j'appelle suivi, évaluation, apprentissage. Je l'ai dit sur une chaîne déjà béninoise. Donc, on apprend de nos propres décisions. Et quand ça ne marche pas, puisqu'on a appris, on recule et on adopte ce qui peut être adaptable. Alors, les reproches qui sont généralement faits, je vais dire, le reproche qui est fait par exemple à Bénin à la FIA 2025, sauf si je me trompe, c'est de l'avoir fait financer peut-être par des bailleurs externes. Ma question la voici. Quand on évalue ou bien quand on élabore depuis le politique publique ainsi, est-ce qu'il est mieux de le faire financer exclusivement par les ressources nationales? Parce que là, on parle de ressources nationales et de ressources externes. Est-ce que c'est une erreur à ne pas commettre, M. Adandé? C'est une question difficile, mais je vous dis ceci. Il y a trois choses que nous allons dire sur la question. La première chose, très souvent, et surtout dans les pays sous-développés, les dirigeants font semblant d'exercer leur pouvoir. Mais non, ils exercent le pouvoir d'une autre personne que le constituant n'a même pas prévu. Un exemple palpable, c'est les programmes d'ajustement structurel que nos pays ont connus. Vous voyez? Donc, si ce n'est pas de ton goût, content ou pas content, mais content quand même. Parce que la main est tendue. Ça, si vous voyez un peu. Et les bailleurs vous disent le sens dans lequel il faut aller. Et à partir de là, ce n'est pas vous qui avez la décision, c'est eux qui ont la décision. Mais le peuple, il vous prend comme président, c'est vous les ministres, mais en fait, vous n'avez pas le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'autres personnes et vous les exécutez. Alors, donc ça, c'est un aspect de la chose. Mais il y a beaucoup d'autres aspects qui sont même internes.
un président qui arrive au pouvoir, je ne me cadre pas de votre question, je vais y revenir. Un président, par exemple, qui arrive au pouvoir, financé par un homme qui a de l'argent, un Béninois qui a de l'argent, et quand il arrive, est-ce que vous pensez qu'il a la main libre pour vous voyez un peu, l'autre veut rentabiliser ce qu'il a misé. Donc, les premières décisions peuvent ne pas être ses propres décisions. Ça, c'est deux exemples pour vous montrer, pour caricaturer un peu la chose. Pour revenir à votre question, est-ce qu'il n'est pas mieux de le faire financer par oui, qui ne veut pas de vous êtes plus indépendant et puis vous allez dans les directions qui sont les vôtres, plutôt que de vous faire dicter ce que vous avez à faire, comme le programme PASS dont j'ai parlé. Mais est-ce que nous avons cette capacité-là? C'est l'autre question. Est-ce que nous avons la capacité de pouvoir y aller? C'est une autre question. Mais justement, se l'offrir, cette capacité-là, oui, peut-être difficilement. Je trouve que la question est une question plutôt organisationnelle que liée aux moyens. Je vais vous donner un exemple. On a tous connu ici l'ICC Service, oui, où on ne pouvait jamais savoir que les Béninois ont tant d'argent sous leur lit, sous leur oreiller. Mais il a suffi que ICC Service promette un taux élevé pour que tous les Béninois puissent croire à ça et qu'ils fassent sortir des sacs dans lesquels il y a d'autres se sont endettés aussi. Voilà, d'autres se sont endettés aussi. Donc, c'est pas forcément que les Béninois ont l'argent. Voilà. Donc, il y a comment on s'organise pour mobiliser la collecte que nous avons. Et puis, il y a comment on fait pour optimiser ce qu'on a pu mobiliser au niveau interne. Plutôt que d'aller dans des trucs qui ne sont pas peut-être prioritaires pour nous, on peut aller vers qu'est-ce qui est initiative qu'il faut mettre en place pour vraiment se développer durablement. Et on oriente ce qu'on a pu collecter au niveau intérieur vers là. Mais aussi, il faut que le Bénin apprenne à faire ses deuils plutôt que de les subir. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde de transition. Nous sommes arrivés à une époque de transition dans plusieurs domaines. Et les événements récents nous ont montré qu'il faut de plus en plus se regarder dans le miroir et l'image que tu trouves là, il faut que ça corresponde à ce que tu es vraiment. Parlant des pays, vous voyez un peu. Donc, dans ce monde, à cette époque de grande transition où des événements comme Covid-19, vous voyez, il était plus possible que les gens voyagent, que des initiatives. Voilà, les guerres aujourd'hui, de côté russo-ukrainienne, comme du côté de l'Israël et tout. Donc tout ça montre que chaque peuple doit commencer par se regarder et valoir exactement ce qu'il est. Ouais, les moyens de financement, ce n'est pas une question isolée de toutes les autres questions. Voilà, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis capable d'aller là-bas? Comment est-ce que nous allons apprendre à faire nos deuils? Nous ne devons pas subir. Vous voyez, il y a peut-être des modalités de consommation qu'il faut revoir, des modalités de production qu'il faut revoir. Est-ce que je suis obligé d'aller à véhicule? Ouais. Donc, si nous sommes prêts à financer notre développement parce que nous sommes, eh bien, nous sommes capables d'y arriver. Mais ce ne sera pas la seule œuvre du gouvernement, c'est l'œuvre de nous tous. Alors, on va sortir de la question de cette politique nationale de développement durable adoptée en Conseil des ministres. En définitive, M. Adandé, quelles sont peut-être les erreurs à ne pas commettre justement dans ce processus qui vient de commencer? Je ne pense pas que j'ai à apprendre au gouvernement. Mais ce que je pourrais dire, c'est de faire de plus de consultations possibles pour que finalement, ce qui est stratégie de financement puisse refléter vraiment les aspirations du peuple. C'est de faire vraiment de consultations et de permettre à tous les acteurs impliqués dans un processus comme celle-là, dans une stratégie comme celle-là, de pouvoir intervenir. Ça, si vous voyez un peu ce que nous disons. Parce qu'une politique publique, la meilleure politique publique sur papier n'est souvent pas la meilleure sur le terrain. Vous voyez, il y a eu des fois où on a fait une politique qui construise des latrines et pourtant des Béninois dans nos villages vont continuer à faire leur affaire à l'aile libre. Donc ça veut dire qu'on ne les a pas suffisamment impliqués.
Le gouvernement en place le fait si bien, parce qu'on a vu des consultations, mais tant qu'il reste à faire, il faut toujours améliorer. À ce qui paraît. Alors, dans la foulée, peut-être que cette adoption est venue récemment, mais il y a aussi cette action du gouvernement ou de Patrice Talon qui peut-être entre dans la droite ligne de la mise en place des politiques publiques. Par exemple, ce décret qui nomme les ministres conseillers, vous l'avez lu, dans leurs actions ou dans les actions qui leur ont été confiées, ils ont pour rôle d'expliquer un peu tout ce qui se fait justement pour le développement. Et réellement tout cela entre en compte dans l'élaboration de politiques publiques, Monsieur Adandé? Je répondrai par oui. Comment? Et je vais l'expliquer. Pour mieux apprécier la question des politiques publiques, parce que là, nous mettons le curseur sur les acteurs concernés, les différents types d'acteurs qui peuvent être concernés dans le développement des politiques publiques. C'est ça la question ici. Exactement. Mais avant d'arriver plus précisément sur ces acteurs-là, qui sont les 12 ministres conseillers, j'ai bien envie de dire que les politiques publiques elles-mêmes sont au dernier niveau d'une pyramide de gouvernance. C'est-à-dire quand on est sur la pyramide de gouvernance, les politiques publiques sont totalement au dernier niveau. Si ne regardons pas les autres niveaux, ne pouvons pas mieux apprécier ou peut-être même mieux prévoir ce qui va arriver. Alors, quand on parle pour bien apprécier les politiques publiques, il faut d'abord les comprendre comme étant des questions de valeur de gouvernance. Valeur de gouvernance. Le président a la légitimité de nommer qui il veut à partir du moment où, depuis 2021, je veux parler du deuxième mandat, c'est à lui que nous avons confié le destin de notre pays pour 5 ans. Donc c'est lui qui sait quelles sont les décisions à prendre pour pouvoir y arriver, puis après nous dit le job, je l'ai fait. Très bien. Alors, donc, mais il y a une question de valeur qui se pose quand on apprécie les politiques publiques. Les politiques publiques sont le résultat d'un système de gouvernance. Un système de gouvernance. Le tout premier niveau du système de gouvernance, c'est les valeurs. Pour tout système de gouvernance, que ce soit système anglo-saxon ou système d'inspiration francophone ou système hybride, parce qu'il y a parfois qu'on fait un peu de tout, vous voyez. Donc, on part d'abord, apprécier les choses, c'est partir d'abord des valeurs. Qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon quand nous sommes engagés à gouverner un peuple? Qu'est-ce que nous voyons comme bon ou pas bon? C'est ça la question de valeur. Il peut s'agir des valeurs de partage ou d'autorité. Vous voyez déjà ici la nomination là-dedans. Donc c'est un partage de pouvoir. Il peut s'agir des valeurs de partage ou d'autorité. Il peut s'agir des valeurs de service ou de commandement. Est-ce qu'on veut diriger ou bien est-ce qu'on veut servir ou bien on veut diriger? Alors, donc, quand on quitte le niveau des valeurs, c'est-à-dire quelles sont les valeurs que le système a retenues comme valeurs, comme bon pour pouvoir gouverner le peuple béninois. Quand on quitte le niveau des valeurs, on va dire comment s'organise-t-on? Comment on s'organise? Comment on se structure? Le décret aussi est concerné par là. C'est l'organisation, c'est la structure du système de gouvernance que nous avons. À tout moment, ça peut changer. Il y avait une structure, après, on a remarqué qu'il faut nommer. Alors, comment on se structure? Comment on se structure? Comment mettons en place les missions de puissance publique? Est-ce qu'on crée des ministères? Les ministères vont créer des départements. Les départements vont créer des administrations qui vont créer des unités. Est-ce qu'arrivé à un niveau donné, on abolit les ministères ou un certain nombre de ministères, ou bien on réduit les ministères ou un certain nombre de ministères au profit peut-être des agences qui vont avoir un conseil d'administration autonome, où le ministre a très peu de pouvoir de décision dans le conseil d'administration. Tout ça, c'est la prérogative de l'exécutif. Ou bien, est-ce qu'on étoffe
plutôt que de réduire, est-ce qu'on étoffe tout ça? Voilà. Donc, juste là, je ne vois pas encore le lien. Le lien, moi je vois le lien. Puisque j'en parle, c'est moi qui vois le lien. Donc, oui, l'objectif, il faudra qu'on voit tous le lien. Vous ne voyez pas que les 12 ministres conseillers interviennent là dans l'organisation du système de gouvernance? Leur rôle à eux, c'est comme le dit le décret, d'expliquer un peu tout ce qui est mis en place. Bon, ça, je résume de ma compréhension, d'expliquer un peu tout ce que le gouvernement fait à leur niveau divers, entre autres. Expliquer dans quel cadre? Dans le cadre du développement des politiques publiques. Les politiques des acteurs politico-administratifs. Ces acteurs politico-administratifs sont déclinés à travers une organisation du système de gouvernance. Si à un moment donné, le président a vu qu'on a besoin maintenant des ministres conseillers pour pouvoir accompagner ce qui se développe comme action publique dans son cadre de système de gouvernance, mais c'est libre à lui de le faire. Donc, le lien ici, c'est de remarquer que ces ministres-là, ces 12 ministres conseillers, interviennent désormais dans la structure du système de gouvernance de notre pays. Donc, j'ai parlé des valeurs. Il va rester à savoir quelles sont les valeurs que tout le système s'approprie, dont tout le système s'approprie pour pouvoir gouverner le Bénin, pour pouvoir implémenter les services publics. Donc, on ne peut pas apprécier cette nomination ou bien même la charge des ministres conseillers sans parler des valeurs. Parce que ces valeurs-là, ça va jusqu'aux 12 ministres conseillers parce qu'ils sont désormais dans la structure du système de gouvernance de notre pays. Donc, pour vous, à votre lecture, ce n'est pas que de la politique politicienne, cette nomination. Non, je vais vous aider. Laissez-moi aller au... Bien sûr, moi je vous relance pour qu'on soit, sur la même longueur. Donc quand je parle des valeurs, c'est en même temps un appel que je fais aux ministres conseillers. Parce que si les ministres, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens disent, n'est-ce pas, après cette nomination, c'est à eux de prouver au peuple béninois que le président a bien eu raison de les mettre à leur place, de les mettre là, de les positionner. C'est ça, si vous voyez un peu ce que je dis. L'autre a pensé que c'est ça le meilleur système de gouvernance à l'heure actuelle, au contexte actuel de notre pays, et il l'a fait. Maintenant, à eux de montrer qu'il a bien fait de les nommer. Donc, s'ils ne se dotent pas des valeurs qui sont des valeurs propres au système, mais ils vont s'écarter de ce qui se fait, il n'y aura pas cohérence de l'action publique. Voilà. Donc, il y a les valeurs. Il faut comprendre qu'il y a les valeurs, il y a les structures, il y a un cadre de gestion. Après, il y a des outils de gestion, comme des indicateurs, des tableaux de bord, pour pouvoir apprécier quel est le rôle qu'on lui avait pour évaluer, parce qu'on peut faire de l'évaluation. Tout ça, c'est des routes que je trace. Valeurs, organisation, cadre de gestion, outils de gestion. Quand on dit tout ça là, on peut comprendre les politiques publiques. Maintenant, on arrive aux 12 ministres conseillers. De façon plus précise, on va voir le contexte. Quel est le contexte? On a un contexte où les investissements structurels sont faits par le gouvernement à place. On a un contexte où on voit les gens qui continuent de dire le Béninois ne mange pas 2 fois à sa faim, les Béninois, etc. C'est la rengaine du moment. Vous voyez un peu, c'est le slogan. Et donc, entre vous et moi, de vous à moi, vous voyez qu'il est nécessaire de pouvoir peut-être étoffer pour être plus près puisque c'est les représentants peut-être politiques, peut-être de l'opposition ou peut-être de la mouvance, qui chacun vient et dit les Béninois ne mangent pas à leur faim. Maintenant qu'il y a des ministres conseillers qui peuvent être plus près des citoyens, mais ils peuvent faire relayer de façon plus étoffée les préoccupations. L'autre chose qui est très essentielle, très importante, même si peut-être que le président ne l'avait pas pensé, ça va être le moment de voir la manière de l'intégrer aux missions qu'on a données à ces ministres conseillers-là. Quand vous prenez les politiques publiques, je vous ai dit, généralement, les politiques publiques sont sectorielles. Chaque ministère, chaque secteur ministériel développe sa politique publique. Oui. Très souvent, les ministres sont jaloux de leur budget, de leur politique publique. Pendant que, dans le même temps, les enjeux
auxquels leurs actions sont condamnées, sont appelées à répondre, ces enjeux-là sont des enjeux interdépendants. Des enjeux où ça peut arriver. Donc, partout, hein, aujourd'hui, parce que c'est tellement complexe qu'il ne faut pas attendre seulement du ministère de la Santé pour régler le problème de la santé. Quand on parle de la santé, ce n'est pas, et il vaut mieux parler aujourd'hui de l'avant-maladie. Il ne faut pas parler de la santé sur le point de vue clinique. Est-ce qu'on attend le Béninois, on attend que le Béninois, ou bien on fait tout pour que le Béninois ne tombe pas malade? Ou encore, si un Béninois tombe malade et qu'un hôpital, là, il y a eu un hôpital avec un plateau technique assez bon pour pouvoir traiter le cas de maladie, mais quand il quitte l'hôpital, il retourne dans quel environnement? Il retourne dans l'environnement qui l'a rendu malade. À quelle priorité il retournera encore à cet hôpital-là? Même si, entre-temps, il y a assurance, mais ça fait des dépenses inutiles pour l'État. Alors, en clair, qu'est-ce que je veux dire? Oui. En clair, quand on prend la question de la santé aujourd'hui, ce n'est plus une question uniquement du ministère de la Santé. C'est une question qui regarde le ministère de l'eau et des mines. C'est une question qui regarde le ministère du cadre de vie et de l'environnement. C'est une question qui regarde le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. C'est une question qui regarde le ministère des Affaires sociales, etc. Oui. Maintenant, comment fait-on pour que sur le même corps, la main gauche n'oublie pas ce que fait la main droite? Le même corps, c'est le corps de gouvernance. Comment fait-on pour qu'une politique qui est définie dans le cadre du ministère de la Santé ne soit pas piétinée par une autre politique qui est définie dans le cas du ministère de l'eau et des mines, alors que les deux concourent dans une certaine mesure à la santé? Alors, il faut ce que j'appelle l'approche pan-gouvernementale. L'approche pan-gouvernementale, c'est le fait que l'outil qui est utilisé, sur cet exemple précis de la santé, l'outil qui est utilisé, c'est l'évaluation d'impact sur la santé. Quand une politique publique est mise en place au ministère de l'eau, par exemple, on va évaluer quel impact cela peut avoir sur la santé. Quand une politique peut être développée par le ministre du Travail, on va évaluer quel impact cela peut avoir sur la santé avant même de la décider comme politique publique. C'est là que le ministre conseiller intervient. C'est là que les ministres conseillers peuvent intervenir. Parce que les ministères, ça je ne dis pas que le décret l'a dit, mais je dis c'est une aventure qu'on ouvre, vous voyez, de regarder là-dedans pour voir. Parce que ce qui se passe, les ministres conseillers viennent d'un collège de ministres conseillers. Quand on parle de collège de ministres conseillers, le problème est réglé. Je pense que le président Talon, il a vu bien de les mettre en collège de ministres conseillers. Du moment où on parle de collège de ministres conseillers, donc ça veut dire que tous les secteurs, que ce soit secteur de l'eau, secteur du travail, parce qu'ils sont nommés secteur par secteur, ils vont se retrouver maintenant dans le collège. Oui, le collège, et le coordonnateur va au conseil des ministres. Donc si le coordonnateur va au conseil des ministres, mais il ne va pas s'asseoir comme ça pour regarder les décisions comme ce qui a été approuvé au conseil des ministres. Il intervient là-dedans. Mais il intervient sur la base de quoi? De tout ce que ces 12 ministres conseillers, chacun dans ce secteur, a ramené. Suivez-moi très bien. Ça favorise l'approche pan-gouvernementale. Si le décret ne l'a pas prévu, c'est une ouverture. C'est de nature à favoriser l'approche pan-gouvernementale. Parce qu'eux, ils n'ont pas un budget où chaque ministre conseiller est jaloux de son budget. Donc, ils ne décident pas d'une politique publique propre à eux. Mais il n'y a que leur coordonnateur, ayant recueilli tout de leur côté, peut intervenir au Conseil des ministres pour apporter quelque chose, pour mouler un peu l'action de coordination du gouvernement. C'est si vous voyez un peu ce que je dis. Je commence à percevoir. Oui, c'était un peu difficile au début. Très bien. Est-ce que les intéressés le perçoivent réellement comme ça? Parce que tel que vous le présentez, effectivement, ça a forcément un impact sur tout ce qui se fera. Maintenant que quelqu'un le dit sur votre plateau, si les gens ne percevaient pas de cette façon, alors ça y est maintenant. Parce qu'ils n'ont qu'à lire les documents qui parlent de l'approche pan-gouvernementale des décisions publiques. Aujourd'hui, on ne peut plus décider dans un secteur sans regarder qu'est-ce qui se passe dans les autres secteurs. Il y a autre chose qui favorise ce que je dis. La cité ministérielle.
c'est bon. Après, on va dire, est-ce que c'est le moment où... Bon, ça, c'est des débats. Bon, on voit une infrastructure. Oui, qui abritera mais les non, il y a un objectif derrière ça. Il devrait avoir un objectif derrière ça. Ça, c'est toujours dans les politiques publiques. publiques. Oui, ça peut favoriser la bonne mise en cohérence des politiques publiques. En quoi? Mais oui, on ne voit plus les ministères installés de façon isolée. Vous voyez? Donc, si par exemple, un agent d'un ministère a des données à voir avec l'autre pour pouvoir s'assurer que nous allons, de sorte que la main gauche n'oublie pas ce que fait la main droite, mais tous sont maintenant dans un bloc. Vous voyez? Tous sont maintenant dans un bloc. Donc, la gouvernance aujourd'hui se veut pan-gouvernementale. Les enjeux sont tellement complexes que ce n'est pas seulement un ministre qui résout les enjeux complexes. Alors, pendant qu'il le fait, il code du temps à l'autre ou bien il oublie des leviers dont il pourrait bénéficier de l'autre ministère. Donc, moi je vois que la cité ministérielle est favorable à l'approche pan-gouvernementale. Mais, puisque nous sommes sur la nomination des 12 conseillers, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. L'approche pan-gouvernementale. Les gens peuvent lire, il y a un texte qui parle de la haute fiabilité des décisions. La haute fiabilité des décisions. Quand on parle de management, parce que là nous sommes dans le cadre d'un management, gouvernance, c'est management public. Donc la haute fiabilité des décisions, il y a un test là-dessus, le tout premier outil qui permet d'avoir la fiabilité, la haute fiabilité des décisions de management, c'est la collégialité. C'est la collégialité. Mais cette collégialité-là, les ministères classiques que nous avons, ils n'ont pas ce qu'il faut pour le faire. Ils sont trop jaloux de leur budget. Alors, leurs répondants sur le terrain peuvent s'assurer de cette collégialité-là, revenir avec des données pour pouvoir Surtout que le coordonnateur vient au Conseil des ministres. Il ne vient pas comme spectateur. Il vient intervenir dans ce qui se fait. Donc, pour vous, c'est ingénieux. Cette approche est déjà existante dans d'autres... Très bien. Bon, voilà. C'est ça aussi. Vous savez, chaque nation choisit sa manière d'avancer. Chaque nation. On peut faire du benchmarking, on peut faire de l'analyse comparative, mais à un moment donné, on peut trouver que, bon, nous allons, comment on dit, inventer quelque chose pour voir. Mais de toute façon, on va faire l'apprentissage pour voir ce que ça va donner. Même si sous les autres cieux, on n'a jamais connu de ministre conseiller. Et si notre contexte le demande, allons-y pour voir. Maintenant, il y a quelque chose aussi que j'entends. Les gens parlent de l'aspect coût de la chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, alors au lieu de faire ceci, on va prendre l'argent là pour pouvoir... Puisque on va vous demander, a-t-on réellement besoin de ces ministres conseillers? Le coût de plus, souffre que les Béninois y pensent. Ils vont y penser. Mais bon. Si cela demande qu'on aille au ministre conseiller, mais il y est allé, on attend de voir. Maintenant, on donne les ouvertures pour que les ministres conseillers lui donnent raison. C'est-à-dire, il y a la formation des intérêts. Quand on met une politique, après, il y a plusieurs acteurs et j'ai dit que les intérêts sont variés. Vous voyez? Alors, donc, aujourd'hui, la formation des intérêts variés, comment peuvent-elles conduire à la mise en place des bonnes politiques efficaces qui puissent correspondre au but recherché et qui puissent être économes de l'argent des citoyens. C'est de ça. Les gens sont en train de parler. Est-ce que cette mesure est économe de nos ressources? Alors, c'est une préoccupation totalement fondée de vouloir assimiler l'existence et la mesure de l'impact d'une politique aux coûts qui ont été consacrés à cette politique-là. C'est fondé, mais ils doivent savoir ceci. Quand on parle des politiques publiques, il y en a deux sortes. Il y a les politiques publiques substantielles et il y a les politiques publiques institutionnelles ou réglementaires. Les politiques publiques substantielles, c'est qu'on peut dire on fait les routes. Il y a des substances. Politique de dotation du Bénin en feu tricolore. Quand tu rentres dans les routes, tu vas voir les feux. Tu les vois, ils sont là, substances. Mais quand on dit par exemple réformer une administration, réduire un ministère, mettre deux ministères ensemble pour en faire un, c'est aussi une politique publique, c'est une décision qui ne vient pas ex nihilo, qui vient d'un enjeu qu'on a constaté. Les tests, les écritures sont unanimes là-dessus. Quand il s'agit des politiques publiques institutionnelles, c'est ce que je viens de dire, réformer l'administration, faire des choses comme ça. Ça là, c'est une politique publique institutionnelle. Nommer les 12 ministres conseillers, ce n'est pas une politique publique substantielle, mais c'est une décision institutionnelle parce que organisation des instituts de notre pays. Alors, ces politiques-là,
ne demandent pas forcément à comparer leur impact au coût. Parce qu'elles ont très souvent des impacts à long terme. Des impacts qu'on ne peut pas voir, mais qui existent quand même. Vous voyez? Donc, il faut que les Béninois sachent que pour ces politiques, on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit rentable coup pour coup. D'accord. Un franc pour un franc. Non, ce n'est pas une politique substantielle. C'est une politique institutionnelle qui peut avoir des effets qui ne perçoivent pas, mais qui existent. C'est comme on rentre dans une entreprise privée, on voit les ateliers de production qui sont des ateliers spécifiques et on voit d'autres unités qui sont des unités relais pour tous les autres ateliers spécifiques. Vous n'allez pas comparer ce que ça engage comme coût à ce qu'on produit. Si vous voulez comparer ce qu'on produit, allez dans les ateliers spécifiques. Vous n'allez pas avoir les ateliers qui servent tous les ateliers à la fois. Donc, réformer l'administration, c'est pour servir toutes les autres politiques publiques substantielles. Donc, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait rentabilité coup pour coup. Alors, sur ce qui concerne les ministres conseillers, on retient qu'il ne s'agit pas forcément de l'aspect tout de suite visible de la politique politicienne, que ces ministres conseillers peuvent vraiment contribuer. Ils peuvent contribuer. Voilà. Ils peuvent contribuer. L'autre aspect, on a suspendu le ministère de la Communication. On est d'accord? Ça n'existe pas aujourd'hui. Ah mais là, ça communique comment? Pour nourrir les politiques publiques. Ça communique comment? Ce que le gouvernement fait, comment ça communique avec... et ce que l'aspiration des peuples là-bas, comment ça communique avec le gouvernement. J'étais déjà avec un de vos collègues et j'ai posé le problème. Et j'ai dit dans le temps que le président peut vouloir faire une agence pour remplacer, pour pouvoir suppléer. Il ne faut pas regarder le poste de ministre. Quelles étaient ses fonctions? Quelles étaient ses fonctions? C'est les fonctions-là, à quoi c'est utile de mettre un ministre de communication. Et maintenant, si à la place d'un ministre de communication, on décide de faire une agence autonome, ou bien qu'on décide de mettre des 12 ministres conseillers. C'est au ministre, il revient au ministre de conseiller maintenant de faire de sorte que le président ait eu finalement raison de les avoir nommés. D'accord. Alors, on va finir sur ce dernier aspect. Vous faites partie de ceux-là qui sont convaincus que la question de la liste électorale relève du domaine des politiques publiques. Monsieur Adandé, comment? C'est lourd à expliquer, c'est lourd, mais je vais essayer de ramasser rapidement pour vous l'expliquer. La liste électorale, ça va permettre d'élire à partir de 2026 les nouveaux qui vont nous diriger. Que ce soit dans nos communes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit au gouvernement, à l'exécutif, n'est-ce pas? Et on a dit, toute politique publique relève de la légitimité du puissance publique. La puissance publique, si on ne les élit pas, comment on peut mettre en place des politiques publiques? Donc, vous me demandez, est-ce qu'il y a un lien avec les politiques publiques? Le lien il y a un total lien avec les politiques publiques. Parce qu'il n'y a pas de politique publique sans les autorités publiques. Et il n'y a pas d'autorité publique sans ceux qui leur donnent mandat, qui sont les électeurs. Et il n'y a pas vote s'il n'y a pas une liste électorale. J'essaie de vous expliquer en quoi est-ce que la liste électorale est utile par rapport au développement des politiques publiques. Sans la liste électorale, on ne peut pas voter les nouveaux gouvernants. Et s'il n'y a pas, il va y avoir ce que j'appelle un vide institutionnel si on ne vote pas les gouvernants à partir de 2026, parce que le président aurait fini son deuxième et dernier mandat, etc., etc. Et donc, qui sont les prochains acteurs dont relève la légitimité des décisions publiques qui vont arriver. Sans cette liste électorale-là, on ne peut pas le faire. C'est pourquoi je vous montre qu'il y a un lien entre la question de la liste électorale et la question des politiques publiques. Maintenant, si vous rentrez dans les sujets, réviser, relire la liste électorale, ça c'est autre débat ça. Donc on peut y aller. Vous les liez comment? Aujourd'hui, les gens parlent de relecture. C'est ça, audit. Les gens parlent de l'audit. Ok. Si on veut auditer, c'est pour s'assurer que la liste, elle est une liste de qualité ou que le fichier est un fichier de qualité. Parce qu'il y a aussi confusion entre les thèmes, liste électorale, fichier électoral. Le débat n'est pas pour ce soir. Alors donc, la qualité d'une liste ou d'un fichier électoral, il y a un seul principe qui le traduit. Il y a un seul principe qui traduit la qualité d'une liste électorale. C'est le principe d'un électeur, un vote.
une liste électorale ou un fichier électoral est de qualité lorsque on arrive à voir dans cette liste-là que le principe un électeur, un vote est respecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si nous sommes... Il faut déjà qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on appelle un électeur. Parce qu'on va parler des gens qui sont décédés déjà, qui devraient être extraits de la liste, de l'autre période à cette période. Oui, ceux qui sont décédés ne sont plus des électeurs. On est d'accord? On n'appelle pas un mort à venir élire. Donc est-ce qu'il est d'abord électeur? Mais s'il est électeur, est-ce qu'il vote? Est-ce qu'il vote réellement? Est-ce qu'on lui permet de voter réellement? Parce qu'il peut être électeur, il n'est pas sur la liste, un oubli de la liste, ou bien il est électeur, il ne se retrouve pas par rapport à son centre de vote et il se perd, il n'arrive pas à exprimer son choix dans les urnes, donc l'électeur n'a pas voté. Donc le principe un électeur, un vote n'a pas été respecté. Ceux qui sont perdus et qui n'ont pas pu voter, si au départ il y a 500 électeurs, qu'il y en a 100 qui finalement n'ont pas pu voter, alors 500 électeurs correspondent combien là? 400 votes. Alors qu'on a dit normalement un électeur, un vote. Ça c'est un premier aspect de la chose qu'il faut aller vérifier. L'autre deuxième aspect de la chose, s'ils sont 500 électeurs, que finalement on a 600 votes, ça veut dire qu'entre-temps, un électeur a voté plus qu'une fois. Alors le principe un électeur, un vote n'a pas été respecté. Donc je vous explique aujourd'hui que la qualité d'une liste électorale s'analyse à partir du principe un électeur, un vote. Donc ceux qui disent on va auditer, qu'est-ce qu'ils recherchent en fait? Ils recherchent si le principe là est vérifié. Bon, le dit, si ceux qui veulent le faire, bien à eux de le faire. Mais est-ce que le défi, justement, ce n'est pas de travailler à l'épuration pour que l'obtention de un électeur, un vote soit une réalité? Qu'est-ce que nous appelons audit? Ouais. C'est vous le spécialiste, je ne sais pas si non, je ne suis pas expert électoral non plus, mais vous abordez la question. Exactement. Qu'est-ce qu'on appelle en fait l'audit? Auditer, c'est de voir ce qui est censé être fait. Est-ce que c'est ça qui est fait? C'est ça l'audit. Donc, de vérifier ce à quoi on doit s'attendre. Est-ce que c'est ça qui est là vraiment? On va auditer. Alors, à quoi on devrait s'attendre? On ne devrait pas voir des décédés qui sont encore sur une liste. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait d'auditer, c'est de voir le défi dont vous parlez là. Est-ce que ce défi-là a été levé? Parce qu'effectivement, c'est un défi. Nous connaissons notre contexte au Bénin. Par exemple, les gens meurent, ils ne sont pas déclarés. Il y en a beaucoup qui sont morts, mais qui ne sont pas déclarés. Et donc, aujourd'hui, c'est un défi de faire l'effort d'apurer la liste électorale. Donc, que les gens cherchent à auditer, bon, ce n'est pas un tort. C'est leur droit de chercher à auditer. L'autre question que moi j'ai vue plus tôt, c'est plutôt la question de à quel moment la liste est disponible pour permettre cet audit-là. C'est ça, si vous comprenez un peu. Parce qu'il y a la loi qui a fixé des délais par rapport à truc. Donc, est-ce que c'est le moment, est-ce que la liste est disponible aujourd'hui pour l'auditer, pour voir est-ce que le défi, un électeur, un vote, a finalement été respecté? Donc ça, c'est des questions. Mais je veux avancer quelque chose, c'est pour de dire que, et l'opposition et la mouvance aussi, peut-être peuvent le savoir aussi, on peut faire ce que j'appelle, on affiche la liste. Tout de suite, quand on affiche la liste, on va faire comme une élection, une simulation d'élection. C'est-à-dire, par exemple, on prend 1000, on prend 1000 en haut, 1000 en bas, on essaie de constituer un échantillon très représentatif de toute la liste. Et quand on fait ça, on passe au vote pour voir est-ce qu'il y a des décès dedans, parce qu'on veut vérifier est-ce qu'il y a des décès dedans ou il n'y a pas de décès dedans. Je sais pas si vous voyez un peu ce que nous disons. On ne peut pas le faire sur toute la liste. Il y a un test, c'est un test communautaire qui concerne les autres États de la sous-région. Il y a une disposition là, j'oublie le titre de cette disposition, mais il y a une disposition communautaire qui permet de régler ce problème-là avec l'option que j'avance. C'est-à-dire qu'on fait une simulation d'élection, on ne travaille pas sur toute la liste, vous voyez tout ce que ça peut sembler être. Donc on prend un échantillon et on va voir est-ce qu'il y a des décès.
là-dedans, ou bien est-ce qu'il y a des moins de 18 ans là-dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas avec leur bureau de vote, centre de vote? Et on peut, sur la base des résultats qu'on a obtenus, déclarer que la liste à un certain degré de biais près est correcte ou n'est pas correcte. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Ce que vous êtes en train de dire dans ce développement, c'est qu'il y a un lien avec le fichier électoral et également les politiques publiques. En fait, c'est ce que vous avez essayé de développer. Bien sûr, il y a forcément un lien avec le tout. Voilà. Il n'y a pas politique ici, il n'y a pas gouvernance. Il n'y a pas gouvernance, il n'y a pas liste électorale. Alors, de tout ce qu'on a dit là, M. Adandé, avec cet élément que vous venez de soulever, est-ce à dire que le développement des politiques publiques, on doit retenir en définitive que les acteurs ne sont pas que les politiques? Oui, les acteurs ne sont pas que les politiques. De façon scientifique, il y a trois types d'acteurs. Il y a les groupes cibles, d'accord? Les acteurs qui interviennent dans une politique publique, il y a les groupes cibles, il y a les bénéficiaires de la politique publique et il y a les acteurs politico-administratifs. Ça, c'est des acteurs du premier plan. Les groupes cibles, c'est quoi? On a dit une politique publique, c'est la réponse à un enjeu. L'enjeu, là, il y a les groupes cibles, c'est, je vais le dire d'une manière un peu bizarre, un peu terre à terre, c'est par la faute de qui ou de quelle organisation ce problème-là a persisté ou ce problème-là a existé. Pas la faute de qui ou de quelle organisation. Si je donne un exemple, je prends par exemple la régularité des accidents sur nos artères, qui est un enjeu public. Et parce que mobilisation sociale, finalement, le gouvernement a décidé de faire face à cet enjeu-là. Régularité des accidents sur nos artères. Première chose, on peut dire par exemple que les auto-écoles forment mal les élèves qui vont chercher le permis de conduire. Les auto-écoles deviennent un groupe cible dans les mesures qu'on peut prévoir. Si on dit par exemple que la police ne fait pas suffisamment son travail pour pouvoir arbitrer, canaliser les gens, la police devient un groupe cible. Donc, pas la faute de qui un problème existe ou pas la faute de quelle organisation. Ça peut être, ces acteurs groupes cibles peuvent être des personnes individuelles comme ça peut être des personnes morales. Ça, si on n'arrive pas à bien les cibler, on ne peut pas prendre les meilleures mesures. Entre-temps, le gouvernement peut dire la politique ou bien l'autorisation qu'on donne aux auto-écoles d'ouvrir peut désormais être revue parce qu'on trouve qu'elles ne font pas du bon boulot, les gens sortent et ils renversent des gens sur les artères. Alors, donc vous voyez que si on n'a pas bien ciblé les groupes, on ne peut pas prendre les meilleures mesures. Il y a les groupes cibles, il y a les acteurs politico-administratifs, ça vous les connaissez, les 12 ministres conseillers, les ministres, les directeurs dans nos ministères, les analystes, etc., etc. Mais après, il y a les bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est qui? C'est la population en général qui en temps subissait le problème d'accident. Qui pouvait, n'importe qui sort de sa maison peut se faire ramasser. Donc la population, c'est les bénéficiaires. Mais après, il y a les tiers profiteurs, les tiers lésés. Ça, c'est en gros les différents types d'acteurs qu'on peut retrouver pour mettre en place dans le développement d'une politique publique. Mais ces acteurs-là, c'est seulement quand la mesure a été décidée et le problème est entré dans l'agenda du gouvernement. Avant d'entrer dans l'agenda du gouvernement, il y a d'autres types d'acteurs. Là, c'est les acteurs sociaux qui vont pousser l'enjeu à entrer dans l'agenda gouvernemental. Ces acteurs sociaux, il y a les journalistes. On est d'accord? Qui tout le temps peuvent faire des documentaires, faire des descentes sur le terrain pour montrer qu'il y a un tel problème. Donc, le gouvernement n'est pas un guichet neutre. C'est la pression que le gouvernement reçoit qui fait que le gouvernement ouvre son agenda à un problème public plutôt qu'à un autre problème public. Les acteurs sociaux, les journalistes, les syndicalistes, les partis d'opposition, ou même de mouvance, ou bien un nouveau gouvernement qui arrive, qui voit que tel qu'on faisait les choses n'était pas bon, on va faire les choses d'une autre manière. Ça peut susciter l'ouverture de l'agenda du gouvernement pour des nouvelles solutions
à implémenter vis-à-vis des enjeux du peuple. La politique publique, dans la gouvernance publique, mesdames et messieurs, c'était l'exercice du jour à travers le développement de notre invité. Nous avons essayé de faire de la pédagogie, donc éviter trop les thèmes techniques, être de façon terre à terre, donc pour mieux expliquer ce qui se fait dans le développement, bien évidemment, du Bénin, puisque c'est du Bénin qu'il s'agit. Nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de nos échanges. Monsieur Adandé, je vous donne quelques minutes pour qu'on puisse conclure. Pour conclure, je voudrais déjà faire un hommage mérité à un de vos journalistes, c'est paix à son âme, Monsieur François Xavier Noumon. Donc ça c'est très important. Je devrais le faire avant même de commencer mon introduction à cet échange. Après, je vais dire aux Béninois de continuer à faire confiance à ceux qui gouvernent et de savoir que oui, dans les politiques publiques, ils ont une part de responsabilité à prendre là-dedans. Du moment où le gouvernement n'est pas un guichet neutre, on s'organise pour pousser nos préoccupations dans son agenda. Voilà ce que je peux dire. Et c'est avec plaisir que nous vous avons reçu, Monsieur Victor Adandé. Je rappelle que vous êtes un expert en gouvernance et spécialiste donc des politiques publiques. Avec vous, nous avons démarré nos échanges par cette adoption de la politique nationale de financement du développement durable, une politique qui a été adoptée en Conseil des ministres ce 15 janvier 2025. Vous nous avez expliqué quelque peu comment on identifie cette action dans justement la gouvernance et dans l'élaboration des politiques publiques. Et vous avez également parlé d'un document final que certainement les ministres en charge pondront pour expliquer, décliner un peu comment, voilà, les mesures complètes. Vous avez essayé d'expliquer aussi qu'il y a un lien entre l'élaboration des politiques publiques et également cette nomination des ministres conseillers, puisqu'ils ont un rôle, d'autant plus que le coordonnateur de ce collège-là participe au Conseil des ministres. Il a un rôle majeur, pas que le coordonnateur, mais tous les ministres ont un rôle majeur dans l'élaboration des politiques publiques. Et enfin, vous avez parlé du fichier électoral qui reste un outil de gouvernance selon vous et qui est très important justement dans l'élaboration des politiques publiques, puisque sans fichier électoral, il n'y a pas de gouvernants, puisqu'il faut bien les élire, il faut des électeurs. Voilà donc les angles d'analyse de notre invité du jour. Ce sont ces éléments à lui, ce sont ces observations à lui. Peut-être que d'autres téléspectateurs pensent le contraire. Nous sommes toujours ouverts à recevoir tout Béninois qui voudrait donc partager avec nous ces sujets de réflexion et autres. Merci beaucoup, Monsieur Victor Adandé. Madame Togoula, vous retournez au Canada en bonne santé, certainement. Merci. Bon retour à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'entretien de ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. L'entretien reste disponible sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin. Et vous avez la possibilité de télécharger l'application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. ETélé avec vous. Bon.